il n'y aurait pas de nanoparticules, il n'y aurait pas eu de vaccin contre le Covid. Alors, en fait, de quoi s'agit-il? Juste rappeler que le vaccin contre le Covid, c'est un ARN messager. Est-ce qu'on peut redétailler ce que c'est? Oui, alors, donc, un ARN messager, c'est un acide nucléique qui a une séquence de nucléotides. Et cet acide nucléique, quand il se trouve à l'intérieur de la cellule, au niveau des ribosomes, il va produire une protéine, des acides aminés. Les nucléosides vont être traduits en acides aminés, et ces acides aminés vont ensuite produire une protéine. Et cette protéine, c'est la protéine vaccinale. C'est elle qui va permettre d'induire une immunité vaccinale. Alors, en fait, il y a trois problèmes avec cet ARN messager. Le premier problème, c'est qu'il est très instable. Si vous injectez un ARN messager par voie intramusculaire, comme on le fait avec le vaccin contre le Covid, il va être tout de suite dégradé. Parce que dans notre organisme, on a des nucléases, des exonucléases à l'extérieur des cellules. Donc c'est pour ça qu'il faut l'encapsuler pour le protéger. Deuxième problème, c'est que l'ARN messager, même s'il n'était pas dégradé, il ne rentre pas dans la cellule. Pourquoi? Vous allez le comprendre facilement, parce que en fait, l'ARN messager, c'est un acide nucléique, il est chargé négativement, parce qu'il y a des groupements phosphates. La membrane cellulaire, elle est chargée négativement. Les charges négatives se repoussent, donc l'ARN ne rentre pas dans les cellules. Et en plus, c'est une macromolécule qui a un poids moléculaire trop élevé pour pouvoir rentrer. Mais sous forme de nanoparticules, vous avez ce phénomène d'endocytose, donc d'invagination de la membrane cellulaire, et ça permet de délivrer finalement à l'intérieur de la cellule la particule avec son contenu en ARN messager. Alors ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que, en fait, la particule avec son ARN messager va se trouver dans des endosomes. Et là, la traduction en protéines ne peut pas se faire dans les endosomes. Elle se fait dans le cytoplasme cellulaire, où vous avez les ribosomes. Donc il faut arriver à exporter cette molécule, cet ARN messager, des endosomes vers le cytoplasme cellulaire, pour être traduit sous forme de protéines. Et ça, c'est un type génial qui s'appelle Cullis, qui s'est dit, pour pouvoir faire ça, il faut simplement qu'on ait des nanoparticules qui vont acquérir une charge positive, donc qui vont être chargées positivement à l'intérieur des endosomes, pour faire, le dire d'une manière simple, éclater la membrane endosomale et permettre à cet ARN messager de passer au niveau du cytoplasme cellulaire. Et c'est ça qui a été... Alors, on a modifié aussi l'ARN messager, donc ça c'est Carico qui a eu le prix Nobel pour cela, mais Cullis, lui, il a découvert ces lipides ionisables, et le mariage de ces deux technologies a donné un vaccin absolument fabuleux, puisque ça a permis de probablement sauver des millions et des millions de patients. Il y a eu plus d'1 milliard d'injections, et on voit très très bien que non seulement on a un vaccin qui est plus efficace que tous les vaccins qu'on connaît, toutes les autres technologies vaccinales qu'on connaît jusqu'ici, mais en plus, on sait que ces vaccins sont très très peu toxiques, puisque maintenant on a injecté, on a fait plus ou moins plus qu'1 milliard d'injections de par le monde, et on n'a pas vu d'effets secondaires réellement sérieux. Donc vous voyez, c'est un autre rôle, je dirais, de ces nanomédicaments, de ces nanovecteurs, c'est de délivrer au niveau intracellulaire toute une série de molécules qui ne s'y délivrent pas spontanément. Ok, je reviens un petit peu sur ce mécanisme parce que beaucoup de personnes ont des a priori, ont des craintes aussi. D'ailleurs, parmi certaines idées reçues, beaucoup de gens pensent que ça modifie l'ADN du patient, que ce genre de technique modifie l'ADN du patient. Est-ce que c'est vraiment le cas et de quelle manière est-ce que la cellule intègre en fait cette portion? Alors, ce n'est pas du tout le cas. Malheureusement, là, il faut avoir évidemment un minimum de connaissances sur le plan de la biologie moléculaire, puisque en fait, le génome du patient, c'est l'ADN. Et vous savez que l'ADN va, donc notre génome finalement, va exprimer des protéines comment? L'ADN va se transformer en ARN messager, et cet ARN messager au niveau des ribosomes va produire la protéine dont on a besoin. Donc ça, c'est le...
Mais un ARN messager ne peut pas rentrer dans le noyau pour différentes raisons. Mais une des raisons très simples qu'on peut comprendre, c'est qu'autour du noyau, il y a une membrane. Et cet ARN messager ne peut pas, d'une part, passer cette membrane, et d'autre part, même si l'ARN messager se trouvait au niveau du noyau, il ne peut pas former le génome, parce que ce n'est pas un ADN, c'est un ARN messager. Donc c'est un ARN, c'est ADN, c'est déoxyribonucléotide, ARN messager, c'est... donc c'est pas possible qu'un ARN s'intègre dans un ADN. D'accord. Alors, donc il n'y a pas de risque. Et d'ailleurs, pour être plus pragmatique, il est évident que maintenant, avec le recul qu'on a, parce qu'on a quand même, je dirais, vacciné un nombre considérable de patients, on n'a vu absolument aucun effet de type génétique, génomique, etc., etc. Ni même aucun effet secondaire réellement sérieux. Pour revenir un petit peu sur ces nanomédicaments, comment est-ce qu'un nanomédicament fait pour ne pas se faire attaquer par le corps qui a tendance à avoir des réactions défensives par rapport à des corps étrangers? Comment est-ce que ces nanomédicaments font pour passer ces différents filtres? Eh bien, une réponse, c'est les vecteurs de deuxième génération qui vont empêcher ce processus d'opsonisation, parce que, encore une fois, ce processus d'opsonisation dont je vous parlais, c'est une défense naturelle de l'organisme. Quand vous avez une infection, l'organisme va produire des opsonines pour opsoniser les virus, par exemple, et ça, c'est un marqueur moléculaire qui désigne ces virus comme des particules étrangères qui vont donc être captées par les macrophages du système réticulo-endothélial, dont les cellules de Kupfer du foie. Et donc, si on veut éviter, alors parfois on va tirer profit de cet effet-là pour cibler le foie, mais quand on ne veut pas cibler le foie, eh bien, on va empêcher cette réaction de défense immunologique tout simplement en recouvrant, comme je vous le disais, ces nanoparticules avec des polyéthylène glycols qui vont faire ce qu'on appelle de la répulsion stérique, c'est-à-dire qu'ils vont empêcher les opsonines de s'absorber à la surface des nanoparticules et en particulier au complément d'être activé. Parce que l'activation du complément, c'est un phénomène, je dirais, de réponse immunologique très importante. D'accord. Alors pour revenir un petit peu sur vous, parce qu'on a beaucoup parlé de nanomédicaments, mais vous avez aussi créé différentes startups en fait liées à ces nanomédicaments. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu dessus, en quoi ça consiste? Ben, écoutez, bon, c'est sûr que les chercheurs, quand ils font une découverte ou quand ils développent une recherche, l'objectif principal, c'est de publier. D'ailleurs, à l'Académie des sciences actuellement, je préside un comité qui est un comité qui développe un petit peu, ou dans tous les cas, qui encourage ce qu'on appelle la science ouverte, c'est-à-dire la science qui est ouverte à tous, que tout le monde puisse avoir accès aux publications, que si vous voulez lire une publication, vous ne deviez pas payer. Oui. Hein? Bon, c'est tout ce qu'on appelle la science ouverte. Parce qu'il est normal que le citoyen qui paye des impôts, donc qui paye le salaire des chercheurs, puisse aussi voir ce que ces chercheurs produisent en lisant les publications. C'est la science ouverte. Mais il faut savoir qu'un laboratoire, comme l'institut que j'ai dirigé pendant longtemps, ça demande quand même énormément de moyens financiers. Donc, il y a des moments où on se dit, j'ai découvert quelque chose qui peut être vraiment utile, un nouveau nanomédicament, qui peut être utile pour traiter des pathologies. À ce moment-là, on ne va pas publier. On va prendre un brevet. Parce qu'on se dit, ça peut intéresser les industriels, si on prend un brevet. Et les industriels, ils vont être capables de développer le médicament, ce qu'à l'université, on ne peut pas nécessairement faire. Et, pas au début de ma carrière, mais oui, j'étais déjà quand même bien avancé dans ma carrière, il y a eu cette autorisation qui a été donnée aux chercheurs de créer des startups. C'est-à-dire de prendre des brevets et ensuite d'essayer de développer ces brevets. Et donc, moi, j'ai créé une première start-up qui s'appelle BioAlliance, qui a été créée à la fin des années 90 et qui est rentrée en bourse en 2005. Donc, c'était quand même un succès. Alors, pourquoi? Parce qu'au niveau du laboratoire,
de recherche. C'était une unité à Paris-Saclay, donc, mais c'était à l'époque Paris-Sud, maintenant c'est Paris-Saclay, associé au CNRS. Il faut savoir que là, on découvre, on fait toutes les recherches précliniques sur les cultures de cellules pour voir si le nanomédicament rentre dans les cellules, au niveau des animaux de laboratoire, pour voir, puisque c'était pour l'hépatocarcinome, si on va aller au niveau du foie, si on va pouvoir délivrer le médicament au niveau du foie, si le médicament n'est pas toxique pour le tissu cardiaque, puisque la doxorubicine. Donc tout ça, on le fait au niveau de l'animal. Ça, c'est la recherche fondamentale. Mais après, la phase suivante, avant de mettre un médicament sur le marché, c'est le développement pharmaceutique. Et le développement pharmaceutique, c'est quoi? C'est, première chose, c'est de faire ce qu'on appelle une étude toxicologique réglementaire. C'est-à-dire, il y a des règles avant de mettre un médicament, de commencer un essai clinique avec un médicament, il y a des règles pour montrer qu'il n'est pas toxique chez l'animal. Et ça doit être fait dans certaines conditions que nous n'avons pas à l'université. On fait des études toxicologiques, mais pas d'une manière réglementaire, très encadrée. Donc ça, il faut sous-traiter. Ça coûte de l'argent. Donc il faut lever des capitaux pour pouvoir payer ça. Après, au niveau du laboratoire, vous allez préparer 50 mg, 100 mg de nanoparticules. Avec ça, vous pouvez faire des tas d'essais chez la souris. Si vous injectez 10 mg par kilo, une souris fait 20 grammes, vous voyez que vous pouvez traiter un nombre incroyable de souris. Vous avez de quoi faire toute votre recherche. Mais l'homme, il a 70 kilos. Donc là, vous devez évidemment produire des quantités beaucoup plus importantes. Ce n'est pas de la recherche, ça. C'est ce qu'on appelle du développement pharmaceutique. Et donc là aussi, on sous-traite à des sociétés spécialisées d'ingénierie qui vont faire ce qu'on appelle la transposition d'échelle. Et en plus, pour l'homme, ces nanoparticules, comme elles sont injectables, doivent être stériles. Donc il faut trouver une méthode de stérilisation qui ne détruise pas les particules. Vous voyez? Donc, avant de passer à l'essai clinique de phase 1, la première phase, vous devez déjà trouver de l'argent pour faire tout ce développement pharmaceutique. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu l'autorisation de faire un essai clinique de phase 1. Alors, en oncologie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va simplement d'abord administrer à des patients cancéreux qui ont donné évidemment leur accord, mais à toute une série de patients cancéreux, cancer du sein, cancer du poumon, leucémie, etc. On ne va pas encore faire de thérapeutique. On va simplement voir la dose qu'on peut administrer. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord donner une dose très faible, et puis on va augmenter la dose, et avec la doxorubicine, on sait que la dose limitante, c'est quand on voit apparaître une toxicité cardiaque, comme je vous le disais. On augmente la dose, et puis on voit qu'on arrive à un moment où l'électrocardiogramme commence à avoir une petite anomalie. On redescend au palier inférieur. D'accord. Et là, on a fixé la dose qu'on va utiliser pour la phase 2. Et la phase 2, là, ce sont des patients qu'on va commencer à traiter. Et qui vont avoir tous la même pathologie, c'est-à-dire un carcinome hépatocellulaire, tumeur du foie, tumeur primaire du foie, et on va traiter ces patients, on va faire de l'IRM pour voir si les tumeurs disparaissent, on va étudier la survie de ces patients, etc., etc. Ça va se faire sur une cinquantaine de patients, en principe surtout sur des hôpitaux français, puisque c'est développé en France. Et puis on a eu des résultats très intéressants parce qu'on a vu qu'on avait une augmentation considérable du temps de survie et qu'en imagerie, on voyait disparaître les tumeurs. Et à l'époque, le traitement consensus qu'on utilisait classiquement, c'était la chimioembolisation et qu'on avait des meilleurs résultats que pour la chimioembolisation. Et ensuite, la troisième étape, c'est la phase 3. La phase 3, là, vous allez faire un essai qu'on appelle multicentrique. C'est-à-dire dans tous les pays, pas tous les pays du monde, mais vous allez avoir en Chine, parce qu'en Chine, il y a beaucoup d'hépatocarcinomes. Donc en Chine, il y a des hôpitaux chinois qui vont faire l'essai clinique, aux États-Unis, au Japon, au Canada, en France, bien entendu. Donc c'est un essai qui va être un peu partout dans le monde. Ça coûte très très cher. Développer un nouveau médicament, c'est pratiquement 1 milliard d'euros.
Donc, parce qu'on critique beaucoup l'industrie pharmaceutique, mais il faut savoir que ce sont des investissements qui sont colossaux. Et donc là, on va suivre les patients, voir sur un plus grand nombre de patients. Et si tout se passe bien, alors ça dure un certain nombre d'années. Et si tout se passe bien, eh bien, en fait, ensuite, le médicament est mis sur le marché. Et entre la phase 1 et la phase 4, il s'écoule combien de temps? Et la phase 3? La phase 3. Alors, entre la phase 1 et la phase 3, pour une start-up, et c'est probablement l'erreur qui a été faite avec notre start-up, parce qu'il faut savoir qu'à partir du moment où vous rentrez en bourse, là, vous avez les financiers qui s'intéressent à votre société et qui prennent le lead. Le chercheur n'a plus rien à dire. Au début, oui, parce qu'il est indispensable pour expliquer la technologie, etc. Mais après, c'est une affaire de gros sous. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc vous avez, on a besoin de ces capitaux risqueurs, ce qu'on appelle des capitaux risqueurs, qui disent, bon, ok, monsieur Couvreur, vous êtes bien gentil, mais vous amenez quoi, un brevet, en plus, qui a été payé par le CNRS, d'accord, moi j'amène, je ne sais pas, 5 millions d'euros. Vous mettez combien? Moi, 10 000 euros, parce que j'y crois, mon truc. Donc, je mets toute ma fortune, enfin, j'exagère, mais tout ce que j'ai, voilà, je mets ça. Bon, écoutez, c'est moi qui vais prendre la direction de la société, évidemment, puisque je mets 5 ou 10 millions d'euros. Donc, vous voyez, donc, à partir de ce moment-là, le profil de la start-up change. Il va falloir engager des gens, notamment des spécialistes du développement pharmaceutique. Moi, je ne suis pas un développeur pharmaceutique, je n'ai jamais fait de l'industrie. Vous voyez, donc la société va changer de visage, on va recruter des gens qui connaissent bien les aspects réglementaires, etc. etc. Bon. Alors, ceci dit, une start-up, même quand elle a de l'argent, même quand elle est rentrée en bourse, elle va beaucoup moins vite qu'une big pharma, une grosse entreprise pharmaceutique comme Sanofi, comme Pfizer, comme Roche, etc., qui ont des moyens financiers beaucoup plus importants et qui ont l'expérience de la phase 3, qui est une phase c'est ce qui coûte le plus cher dans le développement du médicament. Et donc là, une big pharma va pouvoir réduire les temps, recruter les patients plus vite, voilà, alors qu'une start-up, ça va durer beaucoup plus longtemps. Cette phase 3, notre phase 3, elle a mis 7 ans, si je me rappelle bien, 6 ou 7 ans, donc ce qui est beaucoup trop long. Mais entre-temps, vous avez d'autres technologies qui se développent. Vous voyez? Donc voilà toute l'histoire, la difficulté des startups. Et ce n'est pas parce que vous êtes le premier à avoir eu une idée, etc., que vous aurez nécessairement votre médicament au niveau du marché. C'est souvent celui qui arrive en deuxième ligne, qui sait pourquoi ça n'a pas marché, cette invention géniale, et qui peut contourner ça et qui peut ensuite avoir probablement un meilleur business plan. Donc vous voyez, c'est quand même pas simple. Ce n'est pas parce qu'on a scientifiquement une bonne idée que nécessairement elle va se traduire en médicament. Ok, très très intéressant. Mais écoutez, on arrive sur la fin de notre entretien. Il y a une question que j'aime bien poser à nos invités, c'est des recommandations de lecture. Est-ce que pour ceux qui voudraient en apprendre davantage, pour ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin sur cette thématique, vous avez des idées de livres que vous recommanderiez? Oui. Alors, je ne vais pas me montrer impertinent, mais vous savez que j'ai eu une chaire au Collège de France et qu'au Collège de France, c'est absolument fantastique parce qu'on est obligé de donner des cours de haut niveau, mais compréhensibles par le grand public, puisque n'importe qui peut assister à ces cours au Collège de France. Et donc, moi, j'ai eu la chaire d'innovation technologique Liliane Bettencourt en 2010, et on a ce qu'on appelle, donc on donne évidemment toute une série de cours, mais avant de donner ces cours, on fait ce qu'on appelle une leçon inaugurale. C'est-à-dire c'est une leçon qui dure à peu près 1 heure, un peu comme l'entretien qu'on a eu, mais avec des mots relativement compréhensible par tout le monde, simple, sans utiliser un jargon médical compliqué par exemple. Et donc ce cours est ensuite, on écrit un petit livre qui est publié par Odile Jacob et qui est disponible au Collège de France. On le mettra en Patrick description. Couvreur, les nanomédicaments. On le mettra en description pour tous ceux qui le souhaitent. En tout cas, merci beaucoup pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Qui était extrêmement intéressant. Merci beaucoup.